Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle entrevue en direct dans le cadre de la vente du coffret de l'expérience Natura. Aujourd'hui, on est avec nos deux experts français, Kevin Lamberger et Loïc Plisson. Je vais les présenter dans quelques instants, mais juste avant, j'aimerais qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, ce midi au Québec, 18 h en Europe de l'Ouest. Et bien, c'est parce qu'on a tous à cœur la santé au naturel. On a tous ce but commun-là, d'être plus autonome dans la gestion de notre santé, savoir mieux utiliser les ressources de la nature dans notre vie de tous les jours, en mode préventif, en mode curatif. On le sait, durant les 3 dernières années, ça n'a pas été facile et une chance que la santé au naturel était présente dans nos vies. Et avec Kevin, Loïc et 12 autres formateurs, on a créé l'Expérience Natura, 3e édition déjà, 14 formations en ligne. C'est 14 formations dont vous allez avoir besoin. Et même si vous aimez juste une ou deux formations, ça vaut vraiment le coup de l'acheter dans le coffret. C'est quasiment 14 formations pour le prix d'une. C'est en vente jusqu'au 30 octobre, alors ne tardez pas trop. Et vous avez 1 an pour suivre toutes les formations, donc amplement le temps. Alors, pendant cette entrevue, je vous invite à nous poser vos questions dans la partie chat ou questions-réponses, et puis je les poserai au fur et à mesure à nos deux intervenants. Et maintenant, je me tourne vers eux. Alors, je vais commencer avec toi, Kevin. Kevin, tu es naturopathe, fondateur et directeur de l'école de naturopathie ENA et MNC. Comment tu es arrivé dans le monde de la santé au naturel, toi? Alors personnellement, peut-être comme beaucoup, mais moi, mon expérience, c'est que j'ai eu affaire à la médecine par rapport à des problématiques personnelles, hein, qui étaient notamment des émotions très marquées. J'étais un grand stressé, j'avais mes petites extrasystoles, etc. Et j'arrivais pas à gérer mes émotions. Et puis tout doucement, je me suis intéressé à notamment des parties de la naturopathie et d'autres choses comme les huiles essentielles, l'olfactothérapie, les pratiques manuelles, médecine chinoise, ayurvédique. Et j'ai découvert tout doucement un métier. Je me dis, c'est bien tout ça, de picorer à droite à gauche, mais est-ce qu'il n'y a pas un métier qui reprend la majorité de ces petites techniques médecine douce, si je puis dire? Ben, si, il y a un métier, un généraliste, c'est le naturopathe. J'ai décidé d'aller plus loin, de me former, de continuer de me former à vie, j'ai envie de dire, dans ce métier. D'accord, merci beaucoup, Kevin. Alors, toi, Loïc, je me tourne vers toi. Donc, tu es permathérapeute, homme un petit peu aux 1000 diplômes ou qualifications, fondateur de Se Soigner Autrement. J'aime bien dire ça de toi, Loïc. Tu as également une école d'homéopathie. Comment toi aussi tu es arrivé dans le monde de la santé naturelle? Ben, j'en sais rien en fait, parce que j'ai l'impression de l'avoir toujours été dedans. J'ai commencé à vouloir évoluer dans le soin quand j'avais 13 ans, à mes 13 ans. Et en fait, ce que je raconte souvent, c'est qu'entre mes 15 et 20 ans, j'ai passé toutes mes vacances scolaires dans des cabinets de soins de gens d'approches très conventionnelles ou d'approches beaucoup moins conventionnelles. Et sans trop, en fait, je me posais pas la question de savoir ce que je voulais faire. En fait, je le faisais. Je prenais l'annuaire, à l'époque ça existait, et je prenais un nom au hasard, j'appelais est-ce que je peux venir? Bon, j'ai eu beaucoup de noms, hein, faut quand même être clair. Et puis des fois j'avais un oui, donc hop, j'allais passer mes vacances à regarder, assis dans un coin du cabinet, à regarder ce qui se passait, vraiment en m'imbibant de ce qui venait. Et après, bon, j'ai eu un parcours plus classique, première année de médecine, école de kiné. Je voulais pas faire médecine parce qu'il y avait trop de médecins. C'est ce que je disais à la blague, mais il y avait un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y avait un esprit un peu trop fermé pour moi. À la fac, il faut reconnaître que c'est quand même assez fort. Et en kiné, j'aimais toucher, donc voilà, très rapidement, je me suis fait un vilain petit canard de l'école à aller chercher des choses qu'on me demandait pas de chercher. Voilà, quand on me demandait de faire un exposé sur la traumatologie du coude, eh bien, je faisais un exposé sur les points de Knapp. Mais je parlais un peu du coude quand même, mais un tout petit peu. Et bon, ça m'a pas toujours valu de bons résultats scolaires, mais c'était très intéressant. Puis voilà, après 1000 diplômes, t'exagères un tout petit peu quand même. Oh, j'en ai beaucoup, mais pas tant que ça. La liste est longue, en tout cas, sur ton site. La liste est longue peut-être.
Alors, vous êtes tous les deux précurseurs dans vos domaines. Toi, Loïc, avec la permathérapie, on va en discuter. Et toi également, Kevin. Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs d'un tout nouveau domaine que tu as inauguré en juillet dernier qui s'appelle le domaine arc-en-ciel? Oui, donc c'est bien de travailler sur soi, mais je me suis dit que c'était pas mal aussi de partager aussi, hein, comme beaucoup le font d'ailleurs. Et la naturopathie s'est développée ces dernières années en France de manière drastique, si je puis dire, hein. Moi, je rappelle souvent qu'il y a une dizaine d'années, on était justement une dizaine d'écoles, et maintenant, on est plutôt près de 50, 60. Et donc, euh, on a voulu se distinguer autrement. J'ai trouvé que la naturopathie atteignait ses limites. Il y a des paliers dans tout, hein, dans les métiers aussi, je pense. Et je pense qu'il est devenu insuffisant de vouloir uniquement travailler avec des adultes. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, euh, je culpabilisais presque de devoir former des adultes. Donc je me dis que, en fait, ce n'est que du bon sens, compris scientifiquement, hein. Moi, ça ne me gêne pas de dire que c'est des recettes de grand-mère remises au goût du jour et comprises et expliquées de manière un peu plus poussée. Et donc, avec un échantillonnage, hein, une grand-mère à l'époque, elle savait faire ses décoctions, elle savait faire ses cataplasmes, elle savait comment manger, quoi boire, etc. Et donc, on a la chance de l'avoir compris avec toutes les techniques de maintenant. Mais pour moi, former des adultes, je trouve ça bien, et on va continuer. Mais pourquoi ne pas agir en bas âge? Et donc, on a décidé de créer une école primaire, du coup, en lien avec notamment la naturopathie, la nature, et des pédagogies alternatives adaptées à l'enfant et non imposées à l'enfant. Alors je me dis, ça c'est bien d'agir ici, mais on a aussi pu faire le constat en France que nos parents, nos aînés, nos anciens, on peut les appeler comme on veut, je vais être un peu cru, mais terminaient leur vie très souvent dans ce que l'on appelle des mouroirs, même si je ne veux pas dire que tous les EHPAD sont comme ça, etc. Mais c'est comme si, une fois qu'on est en retraite, on ne sert plus à grand-chose pour le gouvernement, l'État français, et que dans tous les cas, on était plutôt un poids qu'autre chose, et je trouve indécent qu'on n'agisse pas. Et, et aujourd'hui, les alternatives sont très médiocres, voire inexistantes, hein. Il y a des résidences seniors, on commence à mettre de l'herbe à la place du goudron, c'est bien sympa, mais j'aurais voulu aller plus loin. Et du coup, je veux recréer du lien intergénérationnel. Et ça va être une première, que ce soit dans le même lieu. On va recréer du lien avec les enfants, les aînés, mais aussi les personnes en formation. Et donc, nos élèves en formation pourront à la fois aller directement travailler sur le terrain avec les enfants, à la fois travailler avec les aînés, et pas juste apprendre l'hygiène de vie de l'enfant et de la personne âgée. Mais aussi, comme vous le savez, je pense aussi dans vos métiers, on est souvent décrédibilisé par les instances scientifiques, alors que l'on sait au fond que ce que l'on propose, suggère, fonctionne. On n'est pas tous des charlatans qui sommes là pour fonctionner de l'argent à qui que ce soit. Et on a pu donner des idées, informer, conseiller des personnes, et c'est bien. Mais comme on le sait maintenant, si ce n'est pas prouvé scientifiquement, on est souvent décrédibilisé. Et donc, on a voulu, on a créé le premier centre de recherche en naturo en France, du coup, dans ce même lieu, pour crédibiliser une fois de plus ce que l'on fait. Et pour terminer, boucler la boucle, eh bien, aujourd'hui, on a l'ambition de vouloir, dans ce centre, créer un centre de soins, dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on a pu constater en naturopathie dans le cadre de la formation, c'est qu'on avait des consultants qui venaient nous voir, hein, des patients, des clients, euh, et du coup, on faisait notre travail de naturopathe. Et je pense qu'on le faisait bien, nous, comme les professionnels, comme nos élèves en formation, nos étudiants. Mais les personnes, on les revoyait 3 semaines après et on constatait qu'elles n'avaient pas forcément suivi ou appliqué les conseils qu'on avait donnés. C'est pourquoi on s'est dit que de faire une analyse plus complète sur différents plans, à la fois un plan physique, un plan alimentaire, un plan émotionnel, un plan même énergétique, faire cette analyse et commencer sous la forme d'une cure, faire ressentir les premiers effets sur ces différents plans chez nous, plutôt que de les relâcher chez eux et puis pour tout notre travail, s'occuper des enfants, du mari, avoir le stress du quotidien, on fait une cure comme dans une cure thermale, on reste sur place une petite semaine ou plus si besoin, et on commence à ressentir les bienfaits au niveau mécanique, physique, à commencer à faire des petites cures qui nous remettent en place chimiquement, émotionnellement, énergétiquement, pour qu'on fasse perdurer la cure par
la suite en ayant ressenti les choses, en ayant testé, et pas juste appliquer ce qu'on aurait pu mettre sur des petits papiers, des petites notes. Donc, on veut vraiment que les gens aient des sensations pour qu'ils continuent la cure de bon sens chez eux par la suite. Donc, voilà, l'école primaire, le centre de formation, la résidence senior, le centre de recherche et le centre de soins, tout voilà, au même endroit, dans un parc de 10 hectares avec de l'eau, des rivières, des étangs, de la forêt, des prairies. Et donc, évidemment, dans un lieu qui permet la santé, je pense. Effectivement, c'est un peu long, excuse-moi, mais... Oui, non, c'est bon. C'est un très, très beau domaine, puis je vous encourage à aller regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tout peut être jumelé, tu sais, les très jeunes, donc avec ton école, les personnes plus âgées, et c'est ça aussi, d'aller chercher la sagesse chez ces gens plus âgés. Alors, toi, Loïc, tu as créé, ou tu as développé la permathérapie. Explique-nous peut-être en 2 mots, qu'est-ce que c'est que cette thérapie? En 2 mots, quelle exigence. Je vais faire de mon mieux, Aurore. En fait, dans ma pratique, il y avait un certain nombre de réflexions qui me venaient sur la façon de mettre en place les choses, sur ce qui sous-entendait mon travail, sur ce qui était à l'origine en fait de mes choix. Je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui va motiver en fait une action, pourquoi je mets en place telle ou telle action. Et le fait d'avoir eu l'occasion d'étudier différentes modes de lecture que sont la médecine chinoise, la médecine ayurvédique ou l'ayurveda, le paradigme du sensible, enfin différentes approches comme ceci, faisait que pour le même point de vue, j'avais une multitude de réponses en fait. Je pouvais dans une situation dire mais il y a une multitude de réponses, de questions, enfin de réponses oui à cette question, qu'est-ce qui a motivé mon choix. Et petit à petit en fait en creusant ça et par l'expérience aussi avec mes patients, je me suis rendu compte que qu'il y avait d'autres niveaux de lecture que je pouvais ajouter à ceux auxquels j'avais. Et cette idée que le corps la personne est un diamant et en fait l'approche de soin n'est juste qu'un faisceau de lumière qui va rentrer par une ou l'autre de ses facettes pour l'aider à briller. C'est un petit peu développé. Et à côté de ça, moi je me retrouvais pas dans la pratique de la naturopathie. Hein, c'est pas un jugement, hein, c'est que ça me correspondait pas. Il y avait des choses sur lesquelles, voilà, si je prends un exemple, les notions de toxines qui sont développées. Alors c'est assez drôle parce que ça n'existe pas en médecine conventionnelle. Et de plus en plus, on réutilise ces termes-là alors que ce sont des terminologies qui n'existent pas, enfin dans le sens de la naturopathie. Ces notions-là qui ont amené les notions de détox, etc., sont un moyen de lire le fonctionnement de l'organisme avec lequel ça résonnait pas moi dans ma façon d'envisager les choses. Et j'avais une autre façon pour un même problème, j'avais une autre façon de le voir, tout simplement. Et puis, j'ai rencontré la philosophie de la permaculture, et là, je me suis dit, mais si je mets la philosophie de la permaculture et la façon dont j'organise les choses, moi, dans le soin, et tel que je commençais déjà à les transmettre, eh bien, les deux fonctionnent ensemble. Et c'est globalement comme ça qu'est née la permathérapie, qui est une approche de soin, qui, en s'appuyant sur les éthiques et les principes de la permaculture, cherche à aider la personne à se réaccorder. Voilà, si tu le veux en quelques mots. Après, je peux déployer, si tu veux, je peux aller plus loin. Déjà, tu as une présentation. Je vais poser quelques questions, peut-être tu auras l'occasion, évidemment, de déployer, comme tu dis. Ce qui est important de rappeler, c'est que ce soit la permathérapie, la naturopathie, l'herboristerie, l'aromathérapie, sont toutes des thérapies qui peuvent être complémentaires. Hein. On n'est pas obligé de toutes les suivre. En général, on ne va pas suivre juste une thérapie. Hein. Ceux qui aiment beaucoup la naturopathie vont aussi emprunter quelques petites choses à l'herboristerie ou à l'aromatologie. Et c'est ça qui est intéressant et ce qu'on retrouve aussi
dans le coffret de l'expérience Natura, c'est que vous avez plein de formations. Puis il y en a qui vont vous correspondre, puis il y en a qui ne vous correspondront pas. Puis c'est bien correct aussi. Puis vous pouvez aller chercher d'autres réponses, un peu comme toi, Loïc, tu l'as fait avec la naturo qui peut-être te correspondait un peu moins. Puis tu es allé chercher d'autres réponses ailleurs. Si on regarde au niveau des maladies, par exemple, ou comme les cancers, on dit souvent, puis c'est une question qu'on avait reçue juste avant le live, que c'est un petit peu nous qui nous créons cette maladie-là, que ça serait un petit peu psychosomatique. Alors, comment le voit la naturopathie puis la permathérapie, ça? Tu laisses commencer, Kevin. Alors, on attaque cash, hein, le cancer. Alors là, il faut qu'on fasse attention. C'est une maladie, entre autres, le cancer. On met toutes les rondeurs du monde pour ne pas se faire taper dessus. C'est une bonne question. Donc, on a, je pense, moi, si je pars de mon contexte en naturopathie et ma vision de la naturopathie, j'aime ce qu'a dit Loïc, dans le sens où il y a des notions en naturopathie qui ne sont pas abordées de la même manière dans toutes les écoles d'ailleurs. Donc, on n'a pas tous d'accord suivant je dirais maintenant, les naturopathies, malheureusement. Et donc, on a un petit peu les fesses entre deux chaises. À la fois, on a envie qu'il y ait quelqu'un qui légifère pour nous, sauf qu'on a tous, les directeurs d'école, notre propre définition de la naturopathie, ce qui à la fois est bien et mal, parce que du coup, on s'y perd et du coup, on a des désaccords et du coup, on se décrédibilise nous-mêmes. Donc, le mot naturopathe, d'ailleurs, n'est pas si parlant que ça. Quand on a des déficients à quelqu'un, c'est se soigner par les plantes, et ce n'est pas du tout ça pour la plupart du temps. Donc, je voulais juste souligner que je suis d'accord avec Loïc sur plusieurs points, et il est important de demander la définition soit de la direction, soit du centre de formation, pour voir si ça vous parle, en tout cas. Et donc, pour le cancer, si on part du contexte, on a malgré tout, à mon sens, tous des facteurs prédisposants par rapport à une maladie. Favorisant et déclenchant, c'est les 3 points dont je parle très souvent. Et on a des prédispositions. Il faut arrêter de mettre la faute que sur la génétique. Hein. On sait que la génétique, c'est 5% des prédispositions, mais malgré tout, ça existe. Si je sais que je suis issu d'une famille à cancer de l'utérus, eh bien, malgré tout, je dois prendre soin particulièrement plus et faire attention à mon utérus en tant que femme, parce que j'ai ces prédispositions, pareil pour le cancer du sein, du foie ou d'autres. Et donc, il faut les connaître. On a tous des organes forts et des organes faibles. Il est important d'apprendre rapidement à les connaître pour pouvoir faire attention ou prendre ces dispositions un peu plus toute sa vie pour que cela arrive le plus tard possible ou pas. Et donc, en mettant de côté ces facteurs prédisposants qui sont importants à souligner à mon sens, je suis quand même d'accord. Pareil, hein, on n'a pas le temps, là, on pourrait faire une soirée de 2 heures, voire plus sur ce sujet, mais je suis quand même assez d'accord sur le fait qu'on se le crée. On se le crée sans le savoir ou en le sachant, mais en ne faisant pas les efforts nécessaires, parce que faut bien mourir de quelque chose, comme on entend souvent. Évidemment, pour moi, j'aime pas entendre ça. Hein, je sais qu'on peut se faire plaisir aussi tout en faisant attention. Et donc, je suis d'accord pour dire qu'en tout point, on se le crée, par l'alimentation, par le stress, par le manque d'activité, en vivant dans un lieu énergétique pourri, entre guillemets, avec du Linky, du Wi-Fi, des ondes à tout va. Eh ben, tous ces facteurs favorisants font qu'on le crée, mais on n'en est pas toujours conscient. Et ça, pour moi, c'est bien qu'on apprenne ça, justement dans les écoles, dans les formations ou ailleurs, pour s'informer, pour un minimum se protéger, repousser ces maladies comme cancer ou chronique le plus tard possible. Il faut savoir que, je m'excuse, Loïc le sait peut-être mieux que moi, mais on se crée plusieurs cancers par jour aussi. Je ne sais pas si vous le savez. Petit cancer, on dit, mais c'est aussi notre force cellulaire, l'oxydation qui se fait naturellement ou non, qui fait que parfois les souches cancéreuses en prennent le dessus ou non. C'est un processus aussi, je dirais, normal du moment où le corps prend le dessus au quotidien. Intéressant. Toi, Loïc, qu'est-ce que nous dit la permathérapie là-dedans? Ça va résonner beaucoup avec les propos de Kevin, dont on est assez en phase sur cette idée-là. J'irais peut-être mettre le focus sur ça, de considérer qu'il n'y a pas de trouble. Alors,
peut-être poser quelques mots de vocabulaire pour qu'on soit bien d'accord. En permathérapie, on ne parle pas d'équilibre, de recherche d'équilibre. On parle d'accordage pour de nombreuses raisons que je ne déploierai pas là parce que sinon on va vraiment y passer longtemps. Mais l'idée étant que on va d'abord chercher à faire en sorte que la personne soit accordée avec elle-même et accordée avec l'environnement dans lequel elle évolue. Et il y a systématiquement, c'est peut-être la seule chose sur laquelle on est systématiquement, de nombreuses causes à un désaccordage. Il n'y a pas un élément qui va causer le rêve de la cause. C'est parce que c'est cette chose-là qu'il y a tout le reste. C'est peut-être satisfaisant intellectuellement, mais dans les faits, c'est faux. Il y a toujours une multitude de causes. Après, lorsqu'on va l'envisager d'un point de vue thérapeutique, on peut avoir des causes dominantes, des causes qui vont être un petit peu, qui vont être au centre de la problématique, mais envisager toujours le fait qu'il y a plusieurs causes. C'est comme ça que nous, on conçoit en permathérapie. On définit 4 grands contextes qui nous permettent de mieux cerner en fait la personne. On a le contexte historique, dans lequel on va retrouver ce dont tu parlais, voilà, la génétique, le fait d'avoir des antécédents familiaux, etc. Mais on va retrouver aussi ce qu'on appelle les constituants, c'est ce de quoi on est fait. Il n'y a pas d'histoire de mieux ou moins bien, mais voilà, il y a des personnes, ils naissent avec beaucoup de vitalité, une très forte vitalité. Leur problématique à eux, c'est que souvent, ils ont tendance à brûler la mèche par les deux bouts, mais voilà. Donc, et puis quand elle a fini de brûler, ils se demandent ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont avoir une vitalité moyenne, mais assez stable. Voilà, nous on parle de constituants triangles. Voilà, ils sont bien posés sur leur base et ça avance bon an mal an. On a des vitalités. On parle de constituants ronds, c'est à la fois il n'y a pas énormément de vitalité, mais qui vont toujours avancer qu'on appelle pointe, eux ils sont voilà sur la pointe et ils ont une faible vitalité et s'ils n'y sont pas attentifs, et en règle générale ils le sont spontanément parce qu'ils savent que le copain il est capable de courir et puis après hop il se repose 2 secondes et puis il va repartir courir, et puis moi non, moi une fois que j'ai couru après je suis mort pendant 3 semaines, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds et j'ai 5 ans quoi. C'est-à-dire que on a des personnes voilà qui ont une vitalité qui est plus faible. Je caricature volontairement. Et il est clair que la même pathologie chez une personne de la première, par le carré, de triangle, de rond ou de pointe, eh bien on aura une façon différente d'aborder le soin. Il n'y a pas forcément, nous on considère pas qu'il y a plus de risques dans une de ces formes-là parce que eh bien leur contexte va influencer leur comportement aussi. Et donc à partir de là, comme je disais, le pointe il va être plus attentif que le carré. Le carré il aura plus de vitalité. Alors on peut pas vraiment dire qu'il y en a un qui aura plus de risque d'avoir telle ou telle pathologie à partir de ça. On va avoir un deuxième contexte qu'on appelle le contexte de vie. Le contexte de vie, c'est ce que je suis moi avec moi. C'est déjà pas mal. Dans le contexte de vie, il y a ce qu'on appelle les dimensions. Les dimensions, c'est comme une sorte de centre d'intérêt majeur. Je parle de centre d'intérêt parce que les dimensions, c'est à ce moment-là, la chose qui est le plus importante pour moi. On a 5 grandes dimensions. La dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension relationnelle, la dimension historique et la dimension de sens. Ces 5 dimensions, elles représentent là où moi j'ai le plus d'intérêt à ce moment-là. Il y a des moments de notre vie où ce qui est important pour nous, c'est les émotions qu'on vit avec notre entourage. C'est les émotions ou même qu'on vit pour nous en fait. C'est le domaine émotionnel. Et il y a d'autres moments de notre vie où c'est la relation que l'on va établir avec nous, avec l'autre. C'est le fait d'entrer en relation. Il y a des moments de notre vie, ce qui va nous importer, c'est voilà, comment je suis dans mon corps, comment est mon corps. Et d'autres moments où on va s'interroger, ça va être plus mon histoire ou une question de sens. Ces 5 dimensions, elles sont présentes chez tout le monde, tout le temps. Sauf qu'il y en a, sinon c'est une pathologie. S'il en manque une complètement, on retrouve ça dans certaines pathologies psychiatriques, mais c'est pas le sujet là. Mais si à certains moments, en fait, il y en a une ou deux qui vont dominer,
Et si le traitement ne rentre pas, quelle que soit la pathologie, j'entends traitement au sens très très large du terme, si le soin en fait ne rentre pas dans cette logique-là, dans cette dimension-là, même s'il est juste, eh bien, il ne me nourrira pas et il ne viendra pas nourrir ce contexte de vie. Et le soin doit à la fois traiter factuellement, mais également nourrir la personne pour lui permettre d'évoluer. Parce que si on nourrit la personne, mais qu'on ne lui permet pas d'évoluer, eh bien, c'est comme si on lui disait, bon, tu restes comme tu étais avant, juste, t'as plus mal. Sauf que, bah, on crée un autre hiatus, en fait, dans son existence. Or, chaque moment, en fait, de notre vie est fait pour évoluer et nous permettre de grandir. Et on l'empêche de s'accorder. Si je reviens sur le terme de tout à l'heure. Je crois que je suis de plus en plus dans le noir. Je vais pousser un petit peu ça. Vous allez me voir un peu mieux. Troisième dimension, c'est la dimension sociale. Et là, c'est la relation qui va être importante. La relation, elle va nous amener à ce qu'on appelle les dynamiques. C'est comment je réagis face, ou comment ça réagit face. C'est moi comment je réagis face à l'environnement, ou comment l'environnement réagit face à moi. Donc là, on a différentes dimensions. On parle de dimensions apaisante, de dynamique apaisante, stimulante, aggradante, dégradante. Dans la lecture du terrain, voyant le terrain comme un jardin avec lequel qu'on a hérité et on va plutôt chercher à aggrader la terre ou la dégrader si elle est trop riche à un moment donné, si elle construit trop, etc. Et dans cette même logique-là, eh bien, on peut avoir des expressions de pathologie. Tu donnais le cancer comme exemple. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu hard quand même comme premier niveau d'explication le cancer, mais ce serait valable avec toutes les pathologies. On va regarder en fait si cette dynamique, elle amène plutôt, alors soit on va plutôt avoir besoin d'une dynamique apaisante, plutôt d'une dynamique stimulante. Et nous, en fait, cette lecture-là nous permet de choisir le traitement qui est adapté après, parce qu'on a des situations, en fait, où c'est l'agitation à l'intérieur de nous, ou l'agitation dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, qui s'exprime le plus. Et donc, à partir de là, en fait, on va se retourner vers une dynamique apaisante, où on va se rendre compte qu'il y a trop d'élaboration. Il y a de l'élaboration à l'intérieur de nous. On va produire là où on ne devrait pas produire. L'élaboration, qu'elle soit physique ou psychique, c'est la même chose, c'est l'élaboration. Et ben là, on va plutôt rentrer dans une dynamique dégradante, etc., etc. Et puis on a un quatrième contexte qui correspond à le mode d'expression de la pathologie. Là, on est vraiment dans de la pathologie. Le mode d'expression chez la personne. On parle de contexte médical, comment ça s'exprime chez la personne. On a des personnes chez qui les choses, quand elles s'expriment, ça s'exprime dans l'agitation. Voilà. Les symptômes bougent, ça bouge tout le temps, c'est en mouvement, ça peut être soit un mouvement faible, mais c'est tout le temps en mouvement. Là, on est ce qu'on appelle la tendance inflammation. On a une tendance qui est infection, c'est quand la problématique, elle arrive, quand elle pénètre. C'est pas l'infection comme quand il y a un agent infectieux, c'est l'idée en fait qui est retenue. Et puis on a la troisième tendance qui est la sclérose, le fait que ça bouge. Donc à partir de ces ça bouge plus, pardon, il manquait un mot à ma phrase, que ça ne bouge plus. À partir de ces quatre contextes, le contexte historique, le contexte de vie, le contexte social et le contexte médical, eh bien nous on va lire la pathologie. Si tu prends dans le cas du cancer, eh bien en fait ça dépendra tout simplement de la personne. On a après, c'est peut-être le dernier niveau sur lequel je parlerai, on a ce qu'on appelle les zones. Si certaines personnes qui nous écoutent connaissent les zones en permaculture, on a la zone 0, la zone 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire simple, la zone 0, c'est au pas de ma porte. Et la zone 5, c'est celle qui est le plus loin de chez moi, celle que je vais laisser sauvage, quand on est dans une vision d'aménagement d'un terrain. Celle que je vais laisser le sauvage le plus possible. Eh bien, dans santé, en fait, nous aussi, on a nos zones. La zone 0, il y a un risque vital. Et clairement, nous, la permathérapie, on ne travaille pas sur la zone 0. Donc, s'il y a un risque vital qui est engagé, c'est pas notre domaine. Parce que c'est pas notre domaine de prédilection, c'est pas là où on va agir. Nous, on va s'intéresser à partir de la zone 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, sur l'aspect du risque vital, si on reste que sur le cancer, la médecine conventionnelle, elle fera son boulot là. Mais quand il y a une zone 0, il y a une zone 1 à côté, et une zone 2, une zone 3. Donc nous, on interviendra plus sur les zones 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on est d'accord, Kevin, c'est juste une formulation qui est différente, où en fait, on va chercher à savoir ce qui va être
central dans la problématique, le plus central possible dans la problématique de la personne. Et à partir de là, en fait, dire, OK, dans la zone 1, il y a ça. Et quelquefois, il y a des divergences, hein, parce que le thérapeute, il veut, oui, ce qui est le plus problématique, c'est ce point-là. Et puis la personne à côté, elle va dire, non, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment ça. Voilà, une personne qui va avoir mal au dos, elle a mal entre les omoplates, c'est douloureux, etc. Moi, mon problème, ma zone 1, c'est ma douleur entre les omoplates. Et le thérapeute, il va dire, non, c'est votre problème, c'est votre déficit respiratoire. Enfin voilà, vous respirez plus, vos poumons ils sont complètement sclérosés, il n'y a plus rien qui bouge, c'est ça en fait votre problème. Et quelquefois, on peut se retrouver entre les deux, et l'idée en fait d'avoir cette vision en zone, c'est un moment de se dire ah oui mais en fait on voit pas les choses de la même manière. Un peu comme je disais sur les dimensions, si on veut pouvoir raisonner chez la personne, il faut qu'on parle avec son langage et qu'on rentre dans son monde à elle. Et bien là c'est la même chose, on va dire ah mais donc il va falloir que moi j'inclus la zone 2 dans ma zone 1 pour répondre à la personne, et la personne, à un moment donné, il va falloir aussi qu'elle prenne en compte sa zone 1, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, c'est tous ces outils-là qui nous permettent d'envisager la pathologie et bien d'autres, mais voilà, globalement. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à Kevin. J'ai l'impression que la situation, je ne suis pas au cœur de la chose, mais que la situation de la naturopathie est la situation qu'a connue il y a une vingtaine d'années l'ostéopathie, où il y avait différentes écoles. Et si je peux juste donner mon point de vue, ne suivez pas ce qu'ils ont fait, parce que beaucoup ont perdu leur âme. Mais c'est mon point de vue et qui n'engage que moi. Voilà. Je me permets, Aurore, de répondre. Et je donne cet exemple sans cesse à tous les étudiants et mes collaborateurs, Étrice, et on est complètement d'accord. À la fois, c'est comme on le disait tout à l'heure, on aurait envie d'avoir une forme de reconnaissance parce qu'on sait qu'on fait du bon travail, mais à la fois on sait, et moi je sais, et mon avis, c'est que si on y va, on se met la corde autour du cou et on n'aura plus le droit de faire ce qu'on doit faire et ce qu'on a envie de faire. Et ça serait bien dommage. Donc, moi, j'essaie de travailler autrement, justement, pour qu'on soit reconnu par le biais de la qualité du travail qu'on fournit et non pas par la reconnaissance de l'État, du gouvernement, qui va nous créer beaucoup plus de contraintes que de nous soutenir et nous aider à continuer de collaborer et travailler avec les gens qui ont envie de s'intéresser à ce qu'on fait, voilà, tout simplement. Exact. Et Kevin, si tu avais, mettons, un conseil à donner aux gens qui se lanceraient en naturopathie, je parle du grand public, qui dit, OK, moi, je voudrais essayer cette thérapie pour moi, ça serait quoi tes grands conseils? Eh bien, c'est une très bonne question. Déjà, de ne pas s'arrêter à un seul. Alors évidemment, déjà, c'est d'essayer de rencontrer quelqu'un qui fait de la naturopathie, mais n'en voir qu'un seul, ça serait dommage, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais plusieurs visions de la naturopathie en France en tout cas. Et donc, il y en a un qui va être très dans le physique, le massage, l'autre très dans la nutrition, d'autres carrément dans l'hygiénisme, l'autre dans l'énergétique, d'autres dans... Et donc, d'essayer au moins d'en voir plusieurs, ou carrément, encore plus simple, aller démarcher les écoles, demander à assister à une demi-journée ou une journée de cours, poser des questions aux élèves, aux étudiants, aux formateurs, ressentir les lieux et faire son propre avis pour savoir si c'est pour soi ou non. Aujourd'hui, je ne devrais pas dire ça, hein, voilà, du coup, ici, le but, c'est aussi de faire connaître ce qu'on fait, mais je déconseille aux personnes de faire une formation naturopathie pour se soigner. Parce qu'en fait, on a vu beaucoup ces dernières années des personnes qui venaient parce que évidemment ils ont envie d'aider les autres, mais ils se retrouvaient confrontés à régler leurs problématiques et c'est bien, mais se retrouvaient plutôt à venir se soigner plutôt que se former. Et ce n'est pas un mal, mais c'est bien d'en être conscient en arrivant, parce que sinon on se prend en pleine face un effet miroir assez violent et en fait on perd ses moyens durant une année de formation parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on essaye tout, puis c'est un flou artistique. Donc, plutôt commencer à faire plein de petites choses pour soi ou venir faire des petits stages ponctuels pour se mettre dedans, faire déjà un petit travail sur soi, ou au moins se dire, je fais une année pour me former, pour pouvoir aider les autres, ou est-ce que je fais déjà une année aussi avec le recul nécessaire pour dire, déjà, j'y vais pour prendre soin de moi, faire ce qu'il faut pour moi, je m'offre ce cadeau à cette formation pour mieux me comprendre et comprendre mes proches, et après, on verra si j'en fais si j'en fais quelque chose face aux patients. Ce serait mon avis, en tout cas, en toute honnêteté, pour que les personnes ne se trompent pas de voie. Et après, voilà, s'informer,
pas se dire je choisis une école parce qu'elle est plus près de chez moi, mais prendre le temps d'analyser le contenu, le programme, les intervenants. Mais maintenant, on analyse des sites, ils sont tous magnifiques, ils envoient tous du rêve. Donc, maintenant, on fait ce qu'on veut avec un bon système de com. Et donc, c'est bien la façade, mais c'est d'aller voir sur le terrain. Donc, pour moi, aller rencontrer un centre de formation qui accepte que vous assistiez à une journée de cours, c'est la moindre des choses. Si vous êtes amené à passer 1 an ou 2 en centre, savoir si vous vous sentez bien dans le lieu, avec les philosophies de l'école, etc. Ce serait mon avis, en tout cas, pour donner envie aux gens de se lancer, si c'est ce qu'ils souhaitent, avec la vision générale de la naturopathie. Et pour terminer, il y a plusieurs manières de s'inscrire dans un centre de naturopathie. Soit on a testé plein de petites techniques et on se dit, mince, il manque quelque chose, une vision générale, ou justement, on commence par la vision générale et de toute façon, c'est une certitude qu'on a envie de se spécialiser par la suite. On se dit, parce qu'il faudrait 10 vies pour se former à la naturopathie. Et donc, on ressort tous naturopathes et on sait suivre un bilan, faire un bilan, savoir amener les outils adaptés aux consultants. Mais nécessairement, on sait qu'on est très, très spécialisé dans 3-4 techniques. Un naturopathe généraliste spécialisé en aroma, phyto et pratique manuelle, par exemple. Puis l'autre, même dans la même école, il aura envie de se spécialiser en nutrition, énergétique, etc. Et se laisser porter. N'ayez pas crainte de commencer. Il faut commencer. Et puis après, vous voyez s'il y a des choses qui vous manquent. Voilà. Exactement, et justement dans la formation que tu offres et que tu as créée tout spécialement pour le coffret de l'expérience Natura, donc comment se sentir mieux dans son corps grâce à la naturopathie, c'est une formation qui est très très complète. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 2-3 points de ce que les gens vont pouvoir apprendre durant cette formation-là? Eh bien, pour moi, le rôle que je me suis donné, en tout cas dans ce moment de partage, c'est d'essayer j'ai essayé de donner des outils pour que chacun essaie de mieux comprendre comment il fonctionne et comment réagir en cas de problématique, mais avec différents types d'outils. Donc, demain, tous, moi, je pense, je ne me mouille pas, je ne prends pas de risque en disant que Loïc ou toi, Aurore, dans quelques jours, semaines ou mois, vous allez avoir un petit rhume, un petit souci, un problème, voilà, on appelle ça la maladie, même des fois, qui est parfois passagère. On dit qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire et qu'est-ce qu'il me faut et puis qu'est-ce qui fait que je vais m'en sortir le plus vite possible. On est tous pareils. Si on peut avoir un rhume 2 jours plutôt que 2 semaines, on est content. Et du coup, c'est savoir comment utiliser le bon outil pour le bon profil avec mes contraintes personnelles, mes faiblesses et mes forces pour m'auto-analyser rapidement pour voir si je peux me prendre en charge moi-même ou si je dois passer par des thérapeutes à différents niveaux. C'est les différents petits points que j'ai abordés pour mieux se comprendre et mieux comprendre l'autre. C'est pour moi important, parce que c'est tellement... Moi, maintenant, je trouve ça drôle, mais quand on écoute des conflits, souvent, les personnes disent les mêmes choses, mais elles ne sont pas sur le même plan. Puis il sera le dessus, et du coup, je trouve que c'est bien de se comprendre pour mieux comprendre les autres et vice-versa, et j'espère que j'aurai pu faire passer ce message dans cette formation. Oui, effectivement, elle est très, 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 très intéressante, très enrichissante. Donc, merci infiniment, Kevin. Et toi, Loïc, tu offres la formation Les fondements de la permathérapie. On avait quelqu'un qui nous demandait est-ce que c'est la suite de ta formation du coffret de l'année dernière? Est-ce que c'est vraiment une toute nouvelle formation? Dis-nous ça un petit peu. Est-ce que c'est le tome 2 L'année dernière, si mes souvenirs sont exacts, on parlait des douleurs. Donc on était sur un champ assez limité. Là, dans les fondements de la permathérapie, et ça m'amusait d'entendre Kevin tout à l'heure parce qu'on l'a fait avec le même état d'esprit, c'est-à-dire cette recherche d'autonomie chez la personne, non pas de faire les choses toute seule, mais d'être à même de savoir quand est-ce que je suis, de se positionner en interdépendance, quand est-ce que je suis capable de faire seul et quand est-ce que j'ai besoin d'aller demander de l'aide. C'est un petit peu cette idée-là. J'avais à la fois besoin et envie d'aborder des notions plus de fond dans cette formation-là. Donc, dans un premier temps, en fait, j'aborde vraiment la philosophie du soin, pas forcément spécifiquement à la permathérapie, mais c'est un point qui est important pour moi. Qu'est-ce que c'est que soigner finalement? Dans quoi ça s'inscrit?
Et c'est la première question auxquelles on répond. Et puis à partir de là, de dire, bah voilà, nous, partant de ce socle-là, je donne déjà les grands titres, mais voilà, se soigner, c'est un acte, c'est philosophique, c'est écologique et c'est relationnel. Enfin, c'est ces trois dimensions-là. Et partant de ce constat-là, comment nous, en permathérapie, on voit les choses chez la personne. Et puis, ensuite, de voir en pratique ce que ça donne, parce que tout ça, c'est des jolis mots, hein, c'est bien beau sur le papier, mais moi j'aime les jolis mots, donc il fallait quand même qu'ils soient dits. Et derrière, en fait, de dire, bah voilà, dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Dans telle situation, un petit peu je dis tout à fait dans le même état d'esprit qu'Éveline. Alors je vous garantis, on ne s'est pas contacté avant, hein. C'était fait. Et volontairement, je ne suis pas allé regarder quelle formation tu proposais, mais voilà, on est dans la même lignée de dire voilà, dans telle situation, qu'est-ce que je fais, en l'abordant en disant bah voilà, mais si moi je suis plutôt avec telle tendance, si elle s'exprime plutôt avec telle dynamique ou je suis plutôt de quel constituant, bah qu'est-ce que ça peut changer dans la façon dont je vais aborder tel ou tel problème, bah comment je vais pouvoir l'ajuster. Alors on va pas rentrer dans des pathologies très poussées, hein, parce que c'est pas le cadre là, mais plutôt de rentrer dans le mode de réflexion, essayer de saisir quel est l'esprit de la pensée. Je rejoins tout à fait cette idée-là. Pour moi, c'est un mauvais choix de vouloir se former à une approche pour se soigner. C'est d'ailleurs, j'y pensais à l'instant tout à l'heure, en médecine, eh bien, la plupart, c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire en médecine conventionnelle, la plupart des étudiants, et j'en ai croisé un certain nombre, ils sont finalement, en fait, se lancent dans ces études-là, alors on va dire, oui, c'est pour les autres, etc. Bon, ça, ouais, ça fait bien, mais au final, en fait, c'est eux qui cherchent à soigner. Et le problème, en fait, c'est pas qu'ils fassent pour ça, hein, j'ai fait ces études-là, donc je le dis sans aucun souci, hein, mais c'est le fait qu'ils n'aient pas conscience que c'est pour se soigner. Et avant de chercher à soigner les autres, je dis pas qu'il faut se soigner totalement, parce que sinon il n'y aurait pas grand soignant, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on serait bien embêté. Mais plutôt, en fait, de rentrer dans le chemin pour, et de juste avoir déjà conscience, que tu disais, avoir déjà conscience de qui on est soi, c'est quand même beaucoup plus facile pour après rencontrer l'autre. Et je partage tout à fait cette idée-là. L'idée ici, c'est pas enfin moi dans l'information, c'est pas de vous former à la permathérapie, mais c'est juste vous amener cette réflexion-là qui oblige à un moment donné d'avoir un regard un peu de côté, un regard un petit peu méta, on se regarde un petit peu avec un autre œil, et à partir de là de dire bah voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je le regarde, tout en gardant aussi à l'esprit que bah des fois on n'a pas envie, hein. C'est possible aussi, hein. Je suis le premier quand je suis malade. Kevin vient de me pronostiquer que je serai malade dans un mois, donc je vais me préparer maintenant. Je vais me préparer maintenant, mais je plaisante. Mais quand je suis malade, je suis le premier à pas penser à ce que je peux faire. Je suis incapable de m'analyser quand je suis malade. Donc quand on n'est pas bien, c'est difficile. Non. Là, et puis parce que c'est une posture que j'aime bien prendre, hein, me dire ouais, non, je veux qu'on m'occupe de moi, hein, je veux pas le faire tout seul, c'est bon. Mais en dehors de ça, quand je vais bien, là oui, je vais pouvoir m'analyser. Donc de prendre aussi ce temps-là, juste de réfléchir, de dire ah oui, moi je réagis plutôt comme ça. C'est vrai que dans ces situations-là, ça permet aussi si ce n'est, c'est pas automatisé, mais de le rentrer plutôt comme le fait de s'observer. S'observer, c'est bien. Et c'est bien, c'est bon, c'est juste en fait de s'observer. Et des fois, bah il y a des modes de lecture qui nous parlent et tout d'un coup, ah ouais, quand ça me parle, ça c'est quelque chose où je me reconnais là-dedans. Et puis à partir de là, bah, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de soi. Et même si à un moment donné on voudra pas prendre soin de soi parce qu'à ce moment-là on n'a pas envie, bah on sait que le chemin il existe. Et déjà savoir que le chemin existe, c'est déjà beaucoup.
Exact, très très bien dit. Alors merci à tous les deux. On comprend vraiment que vous êtes très très complémentaires, vos formations sont complémentaires, que vos formations vont nous permettre d'être plus autonomes pour nous comprendre, même pour aussi comprendre notre famille, nos enfants, notre mari, puisqu'on peut en faire bénéficier évidemment nos apprentissages à tout notre entourage. Merci infiniment à toi Kevin Lomberger, et à toi Loïc Puissant d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On avait quelqu'un qui nous disait souvent il y a des naturopathes qui fleurissent comme ça, ils ont suivi un week-end de formation de 15 heures, puis ils se disent naturopathes. Et bien, c'est effectivement ça qu'on veut éviter dans l'expérience Natura. On ne s'entoure que d'experts qui travaillent avec une clientèle depuis des années, j'allais dire même des dizaines d'années, mais on est tous très jeunes encore, donc peut-être pas nous des dizaines d'années, mais en tout cas depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important parce qu'on peut tout dire, tout savoir. Sur Internet aussi, il y a énormément d'informations, mais faites très attention à ce que vous trouvez sur Internet. Il faut vraiment vérifier votre source. Et c'est pour ça qu'on a choisi dans le coffret, entre autres, Kevin Lomberger et Loïc Plisson, parce qu'on connaît leur intégrité, leur professionnalisme et qu'on a pleinement confiance en eux. Merci infiniment à vous deux. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui en direct ou en rediffusion. Je vous rappelle que l'expérience Natura, donc c'est un coffret de 14 formations pour le prix d'une. C'est quasiment aller 2 fois au restaurant. 2 moments éphémères, sauf que là, vous allez en avoir pour 1 an de suivre toutes les formations et ça va réellement changer votre vie. Et vous allez pouvoir vous prendre en main de façon beaucoup plus naturelle. On en a eu besoin ces 3 dernières années. On en aura encore besoin très certainement dans les années qui suivent. Alors, faites-vous ce beau cadeau pour votre santé à vous. Merci infiniment et je vous dis à demain pour un tout nouveau live. Au revoir tout le monde. Merci.